Chapitre 13. Les tests d'hypothèse. Le chapitre 13 est assez long. Il est possible que j'en fasse 2 parties pour être capable de le mettre sur YouTube. Il y a 3 tests d'hypothèse que nous allons voir d'ici la fin de la session. Le premier, le test du qui carré, appelé aussi le test d'indépendance. Il se réalise quand on a 2 variables qualitatives ou encore 2 variables mesurées, avec une échelle soit nominale, soit ordinale. Le deuxième test, le test de T ou de Student, que l'on appelle aussi le test de la différence entre 2 moyennes. Ça me prend une variable qualitative qui a 2 modalités. On pourra y faire alors 2 groupes, et une variable quantitative, une variable avec laquelle on va pouvoir calculer nos moyennes. Le dernier test, le test de corrélation linéaire que l'on fait quand on a 2 variables quantitatives. Quel que soit le test d'hypothèse, il consiste toujours à confronter 2 hypothèses. Une hypothèse H0 que l'on appelle hypothèse nulle. Selon cette hypothèse, les 2 variables ne sont pas liées. L'hypothèse H1, que l'on appelle aussi l'hypothèse alternative ou encore l'hypothèse du chercheur, c'est l'hypothèse selon laquelle les 2 variables sont liées. L'objectif du test est de vérifier la présence d'un lien entre les 2 variables pour la population en entier. Le test permet de décider si on rejette H0 ou si on ne rejette pas H0. Dans le cas où on rejette H0, on peut conclure qu'il y a un lien entre les variables. Si au contraire on ne rejette pas H0, on ne peut pas conclure qu'il y a un lien. Quelle que soit la décision du chercheur, il y a un risque que le chercheur se trompe. Je suis à la page 119 de votre cahier de notes et on va se promener un peu dans le cahier de notes. Alors vous avez là un tableau qui, dans la première ligne, vous indique ce qu'il y a en réalité, c'est-à-dire ce qu'il y a au niveau de la population en entier. Alors, la deuxième colonne, en fait, variable indépendante H0 est vrai, ça c'est la colonne dans le cas où, à l'échelle de la population, il n'y a pas de lien entre les 2 variables. Et la dernière colonne, les variables sont liées, c'est la colonne dans le cas où les 2 variables sont liées au niveau de la population. Alors, dans la population, les variables peuvent être indépendantes ou bien les variables peuvent être liées. Sauf que le chercheur ne le sait pas. Le chercheur va donc prendre la décision, après avoir fait le test d'hypothèse, de rejeter H0 ou de ne pas rejeter H0. Cette décision est prise à partir d'un échantillon. Le chercheur peut rejeter H0 alors que H0 est fausse, et dans ce cas, c'est très bien, il a la bonne réponse. Le chercheur pourrait décider de ne pas rejeter H0, alors que, pour l'échelle de la population, H0 est vrai. Dans ce cas, c'est très bien, le chercheur a encore une fois la bonne conclusion. Mais le chercheur peut aussi se tromper. Il peut se tromper en rejetant H0 alors que H0 est vrai. C'est-à-dire, il peut décider qu'il y a un lien à partir de son échantillon, alors que dans la réalité, les 2 variables ne sont pas liées. La probabilité que le chercheur se trompe en rejetant H0 alors que H0 est vrai, cette probabilité-là doit être inférieure au seuil de signification alpha. Alpha, 1 ou 5%. On les appelle les seuils de signification. Ce sont les limites qu'on ne peut pas dépasser. Ce sont les probabilités de se tromper maximum que l'on va tolérer. Notez que dans le tableau qui est là, le chercheur pourrait arriver à la conclusion de ne pas rejeter H0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, alors que dans la réalité, les 2 variables sont liées. C'est un autre type d'erreur, mais ici, on ne le considère pas. Le seuil de signification alpha est donc la limite que l'on tolère. Ce seuil est choisi à 5% ou à 1%.
parfois à 2 aussi. Pour rejeter H0, il faut donc que le risque que le chercheur se trompe soit inférieur à ce seuil de 5 ou de 1. SPSS va nous donner la probabilité que le chercheur se trompe. Ce risque que le chercheur se trompe est calculé en fonction de l'échantillon et on va comparer cette probabilité de se tromper avec le seuil de signification. Les tests d'hypothèse vont toujours avoir les mêmes étapes, 7 étapes que l'on va suivre chaque fois que l'on fait un test. Et la 4e étape, j'ai rajouté probabilité de se tromper. Étant donné que cette année, on va avoir des tableaux SPSS, SPSS nous donne cette probabilité de se tromper que l'on rajoutera. Alors, je commence le test du qui carré, que l'on appelle aussi le test d'indépendance. Et la statistique associée à ce test, c'est le qui carré, le symbole que vous avez juste en dessous, un X avec le carré. Avant de commencer, on est à la page 116 et on va compléter le tableau qui est là. À la page 116, le tableau est vide, alors vous avez à le compléter. Alors on va supposer que vous travaillez pour la ville. La ville organise des activités pour les enfants, de la danse, du hockey, et vous avez noté les chiffres suivants. Vous avez noté qu'il y a 50 filles, 50 garçons qui s'inscrivent aux activités. Vous avez vu qu'il y a 40 places pour les cours de danse, 60 places pour les cours de hockey. 35 filles se sont inscrites aux cours de danse et 15 se sont inscrites au hockey. Et du côté des garçons, 5 ont choisi la danse, 45 ont choisi le hockey. Il semble bien que dans mon échantillon de 100 enfants, les filles préfèrent la danse et le garçon le hockey. Il semble bien y avoir un lien entre le sexe et l'activité choisie. La question est de savoir, est-ce que je peux conclure à l'existence de ce lien pour la population entière et non pas seulement pour mon échantillon de taille 100. Dans le tableau que vous avez là, vous avez les fréquences observées dans mon échantillon. Le chercheur va donc savoir, en faisant un test d'hypothèse, il va chercher à savoir si le lien observé dans l'échantillon peut être généralisé pour toute la population, c'est-à-dire pour l'ensemble des enfants. Et pour cela, le chercheur va comparer les chiffres observés dans l'échantillon avec les chiffres qu'on devrait avoir s'il n'y a pas de lien. Alors vous avez un deuxième tableau dans cette même page. Et dans ce tableau-là, on va le compléter en se posant la question, s'il n'y a pas de lien entre le sexe et l'activité choisie, étant donné qu'il y a autant de filles que de garçons, eh bien, on devrait retrouver autant de filles que de garçons dans les cours de danse. Si la moitié des enfants sont des filles, la moitié sont des garçons, eh bien, dans ma classe de danse, je devrais retrouver 20 filles, 20 garçons. S'il n'y a pas de lien entre l'activité choisie et le sexe, eh bien, je devrais retrouver également dans les cours de hockey autant de filles que de garçons. Puisque mon échantillon comporte la moitié de filles et la moitié de garçons, dans mes classes de hockey, je devrais retrouver 30 filles et 30 garçons. Les fréquences qui sont là, on les appelle les fréquences théoriques. Les fréquences théoriques, ce sont les fréquences que l'on devrait théoriquement avoir s'il n'y a pas de lien. Les fréquences théoriques, ce sont les fréquences lorsque les deux variables sont indépendantes. Et en fait, pour faire son test d'hypothèse, le chercheur va comparer les fréquences observées dans l'échantillon avec les fréquences qu'il devrait théoriquement avoir s'il n'y a pas de lien. Je m'arrête pour la première partie.